qu'il s'agisse de construction, de financement de mosquées, de financement de cultes, de salles de travail, de carrés musulmans dans les cimetières, de repas, de régimes alimentaires, etc., etc., etc. Le gouvernement, on a le sentiment que le gouvernement fait ce qu'il peut. Les gouvernements, depuis 30 ans, font ce qu'ils peuvent, avec des appels à la discrétion de la part de Jean-Pierre Chevènement, qui a été nommé récemment à la tête de la nouvelle mouture, donc de la structure qui doit servir à représenter, qui pourrait servir à aider, à appuyer la représentation des islams en France. La question aujourd'hui est comment conjuguer liberté de conscience, neutralité du politique. Pour aborder toutes ces questions, nous avons autour de cette table des intervenants de grande qualité. Alors, comme on est encore dans le vieux monde, on va commencer par les dames. Madame Troadec, bonjour. Vous vous appelez donc Sylviane Troadec. Vous êtes directrice générale adjointe de la société Paprec. La société Paprec, vous nous en parlerez longuement tout à l'heure et vous nous expliquerez ce qui se trame chez vous, est une société spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets. Vous employez 4000 salariés sur 102 sites. Votre siège est à la Courneuve. Vos salariés sont originaires de 58 nationalités et vous avez mis en œuvre depuis très longtemps dans votre entreprise une charte de la laïcité. Vous nous en direz plus et vous nous expliquerez comment ça se passe chez vous. À ma gauche, Didier Lesky. Didier Lesky, vous êtes préfet pendant presque 3 années. Vous avez travaillé dans le 93, dans la Seine-Saint-Denis, où là-bas vous avez assumé les fonctions qu'on peut estimer dures vu de loin, mais peut-être que vu de près, elles n'étaient pas dures. Vous avez été préfet délégué à l'égalité des chances. Vous avez été chargé de l'application de la politique de la ville, la politique du logement, la politique de l'emploi. Un chiffre parmi d'autres, chaque nuit, dites-vous, le 115 dans ce département de Seine-Saint-Denis met à l'abri plus de 9000 personnes. 9000 personnes par nuit, c'est dire l'importance de l'effort peut-être méconnu de l'État. Au ministère de l'Intérieur, vous avez dirigé le bureau des cultes, et donc vous avez une expérience juridique, humaine et peut-être spirituelle des relations entre les religions. Vous avez publié l'année dernière avec Régis Debray un livre aujourd'hui disponible en folio intitulé « La laïcité au quotidien, guide pratique ». Et enfin, vos fonctions aujourd'hui, vous dirigez l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est donc la structure publique en charge de l'accueil et de l'intégration des migrants, des demandeurs d'asile, donc de la gestion des réfugiés. Donc vous êtes au cœur d'un certain nombre de problématiques qui nous préoccupent ce soir. Et enfin, nous entendrons, peut-être pour nous aider à prendre de la hauteur et à nous aider à approfondir notre réflexion, Philippe Deribarne. Alors vous êtes polytechnicien, diplômé de l'école des mines de Sciences Po, vous avez été directeur de recherche au CNRS, vous êtes économiste, sociologue, vous avez beaucoup travaillé sur le rôle des cultures dans les comportements, vous avez observé les mouvements culturels et votre dernier livre chez Gallimard cette année s'intitule « Chrétien et moderne » et vous postulez que le christianisme et la modernité ne peuvent pas et ne doivent pas être renvoyés dos à dos. Voilà. Donc nous allons vous écouter les uns après les autres. Je ne manquerai pas de poser quelques questions aux uns et aux autres pour nous permettre d'approfondir la réflexion. Sachez que vous aurez la possibilité également vous-même de poser des questions. Pour cela, il y a un monsieur qui est ici et qui a des petits papiers, voilà, vous l'avez repéré. N'hésitez pas, et ici aussi, voilà, vous avez 2 messieurs à lunettes avec des petits papiers. N'hésitez pas à lever la main en cours de séance et puis à demander un petit papier, voire un crayon si vous l'avez oublié chez vous. Et ensuite, ils vont opérer une sélection judicieuse qui remontera jusqu'ici et je me ferai l'écho de vos questions auprès de nos intervenants. Alors, on va se tourner d'abord vers Madame Troadec et donc l'entreprise Paprec. Expliquez-nous chez vous comment ça se passe, la diversité, et donc cette charte de la laïcité que vous avez mise en œuvre depuis déjà très longtemps, je crois. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci d'être là tous. Alors c'est compliqué d'expliquer quelque chose qu'on a fait naturellement, de prendre du recul et d'essayer d'en déduire pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Puisqu'en fait, la société Paprec, qui a été créée en 1994,
par Jean-Luc Petitvenin, qui est toujours, et heureusement, le président donc, de ce groupe. Et cette société a été créée à la Courneuve. Donc la Courneuve, c'est très connoté diversité. Et c'est étendu donc à peu près partout en France, mais avant tout sur des zones industrielles telles que Gennevilliers, telles que le Blanc-Ménil, etc. Parallèlement donc, à cette création, Jean-Luc Petitvenin donc, a toujours été convaincu que l'égalité des chances, c'était une valeur à laquelle les entreprises devaient contribuer. Et c'est quasiment du militantisme chez lui, au sens positif du terme. Et donc il a créé, dès le début, dès 1994, il a rédigé, donc à ce moment-là, ça s'appelait notre charte de nos valeurs. Et donc on avait, c'est toujours la même d'ailleurs, et la première valeur, c'était et c'est toujours la diversité. La diversité, donc à tout point de vue, les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les diplômés, les non-diplômés, et bien entendu des gens de tout pays. Et de toute religion. Et donc, exactement, de toute religion. Donc au fur et à mesure que l'effectif a cru, du coup on se retrouve, et on s'est rapidement retrouvé, entre guillemets, enfin, on comptait pas, hein, je veux dire, c'était pas un objectif en soi, et on s'est retrouvé donc avec, je sais pas, 20, 30, 40, et puis effectivement, comme vous venez de dire, maintenant 56 ou 58 nationalités, et donc avec ce que ça recouvre effectivement comme diversité dans les religions, ou d'ailleurs dans le fait de ne pas croire, hein, et dans les convictions qui peuvent être aussi des convictions politiques, hein, parce qu'on parle de religion. Alors, comment est-ce que vous touillez tout ça? Et donc, comme ça a été dès le début, on va dire, un principe. Jean-Luc Petitvenin dit que c'est la colonne vertébrale, depuis longtemps que c'est la diversité, c'est la colonne vertébrale du PAPREC. C'est développé, on va dire aussi naturellement, alors naturellement en faisant la promotion, mais sans mettre de quotas, sans mettre de formation, sans former les gens à quoi que ce soit, mais je dirais en réitérant cette valeur de diversité, s'est développé au fur et à mesure de cette diversité des règles de respect mutuel. C'est-à-dire que c'est un groupe avec des gens différents, quel que soit ce groupe, qu'il soit petit, qu'il soit grand, ne peut vivre ensemble, et longtemps ensemble, que s'il y a un respect des différences de l'autre, et que aucun ne veut imposer à l'autre sa différence. Et que chacun doit voir la différence de l'autre, l'âge, la taille, je sais pas moi, le diplôme, et donc les origines, et donc la religion également. Ça ne peut marcher que si chacun voit l'autre avec bienveillance. Pour le voir avec bienveillance, ça veut dire ne pas imposer à l'autre sa différence d'une manière ostentatoire, quoi. Et donc ça s'est fait, je dirais, ce qu'on a appelé ensuite le bien vivre ensemble, parce qu'en 94, en 2000, on ne parlait pas de bien vivre ensemble, enfin, on n'en parlait pas parce que c'était, que ça marchait, d'ailleurs, heureusement, dans beaucoup d'endroits, beaucoup de villes et beaucoup d'entreprises. Et donc ce bien vivre ensemble, en fait, les modalités, elles n'ont pas été, à un moment donné, inscrites par le comité de direction de PAPREC. Ça s'est fait naturellement. Comment? Et vivant à la Courneuve, dans ces villes, et pas particulièrement dans le 93, on n'est quand même pas non plus un petit village gaulois, dans notre bulle, des bisounours, on se tient au courant de l'actualité, on voit ce qui se passe, etc. Et donc, on a été très souvent, tout le temps interviewés sur nos pratiques, justement sur la diversité. On a reçu un certain nombre de prix, on reçoit un certain nombre de prix, et on est souvent interviewés. Et on a commencé à échanger depuis un certain temps avec des entreprises, des institutionnels, qui étaient
Et le tout faisait que nous, on a vu également, je dirais, et ça c'est une réalité, cette diversité remise en cause dans un certain nombre, de bien vivre ensemble, de remise en cause dans un certain nombre je sais pas comment on peut dire, de zones, de quartiers, voilà. Des exemples? Et écoutez, dans le 93, n'est-ce pas, monsieur Léchy, dans le 93, moi je suis née dans le 93, hein, donc j'ai vécu longtemps dans le 93, maintenant je suis dans le 94, donc c'est pas... c'est être utopique ou être, je sais pas, démagogique que de dire que le panorama et la façon dont les gens vivent ensemble, moi j'ai 52 ans, je vois les choses ont évolué. Et évolué avec des côtés positifs qu'on a tendance souvent à pas mettre en avant, mais avec des côtés aussi, notamment des communautarismes qui se sont fortement développés, et notamment la Courneuve. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à vivre bien? Parce que nous, on n'a jamais eu de souci de diversité chez Paprec, et de remise en cause de la diversité par des salariés de Paprec. On n'a jamais eu de revendication de salle de prière, pour un chat, ou Après, les gens peuvent demander des choses, mais comme tout à chacun, pas pour dans une entreprise, ce qui paraît logique. Alors, prenons un exemple, c'est à la fin, je suppose, hein, à la fin de la semaine, c'est la fête de l'Aïd. La fête de l'Aïd n'est pas un jour férié. Je veux prendre un jour de congé. Comment je fais? Est-ce que je demande à mon employeur? Est-ce que je prends une RTT? Je prends un jour de vacances? Est-ce que je demande à ce que ce soit accordé? Alors, les jours de vacances, donc, en France, il y a 5 semaines de vacances, et puis pour un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de jours de RTT. Nous, on n'a jamais demandé aux gens de justifier le pourquoi ils prenaient un jour de congé. Et on a toujours veillé à développer le plus possible, et ça a toujours fonctionné, à ce que chacun, autant que faire se peut, intègre les demandes de l'autre. Comme je dis souvent, quelqu'un dont la crèche des enfants ferme au mois d'août, qui arrive typiquement à la Courneuve, là où on est, évidemment les parents qui sont concernés par cette situation, on comprend qu'ils demandent les vacances au mois d'août. Et le collègue de cette personne, si elle n'est pas dans cette situation, elle doit regarder avec bienveillance le fait que cette personne doit prendre des vacances au mois d'août. Et donc, on a toujours développé le fait que chacun doit avoir ses demandes et les faire vivre avec les demandes des autres. Et il n'y a pas une demande qui doit prédominer sur l'autre, voilà, quelle que soit l'origine de cette demande. Lorsque il y a la fête de l'Aïd, bien entendu, on verrait ça d'une manière, on verrait ça pas d'une manière positive, si d'autres personnes, systématiquement ne partageant pas cette fête, prenaient des jours de congé pour empêcher les musulmans de prendre ce jour de congé. Vous voyez, ce serait très mal vu chez Paprec, parce que voilà, c'est une fête des musulmans. Idem, si des musulmans veulent prendre le jour de Noël et faire en sorte que du coup, des gens qui veulent fêter Noël ne peuvent pas prendre Noël, on verrait ça d'une manière pas positive. Donc c'est tout le monde qui s'arrange avec tout le monde, voilà. C'est ça? Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Pour la nourriture, la restauration, comment vous faites par exemple? Est-ce qu'il y a eu des demandes? Alors, je me souviens qu'il y avait, on a des cantines avec des cuisiniers, genre Régicel, enfin je ne sais pas de publicité, mais je ne sais pas si c'est Régicel ou autre chose, d'ailleurs, ça dépend des cas. Et un jour, typiquement sur la Courneuve, il y a le chef là, qui me dit « Ah Sylviane, on allait fêter quelque chose, je ne sais plus, fin d'année, je sais pas. » Il me dit « Est-ce qu'on met de la nourriture halal ?» Alors je regarde, et je lui dis « Ça vous a été demandé ?» Ben non, mais peut-être que... Je dis, écoutez, on met de la nourriture pour tout le monde. Et pas halal, je veux dire, mais par contre, on a toujours mis du poisson, de légumes, de machin. Et jamais, du coup, on a eu... Il n'y a que ce chef cuisinier, alors, il y a longtemps, je ne sais plus quelle année c'était, qui m'a dit un jour, mais je ne sais pas pourquoi, voilà, est-ce que... Je dis non, si chef, tant que je serai là... Et vous voyez, par exemple, là,
ça n'a pas été demandé. Alors, en tout cas, je lui dis, mais est-ce que quelqu'un vous l'a demandé? Est-ce que, bah non, mais c'est un peu dans l'air du temps. Je sais plus ce qu'elle lui m'avait fait une réponse dans ce sens-là. Et en fait, on n'a vraiment jamais eu de demande. Est-ce que pour qualifier vos pratiques, on pourrait utiliser un terme qui est très, très utilisé au Québec, qui sont les accommodements raisonnables? Est-ce que c'est ça? Ah oui, ah oui, c'est ça, oui. Oui, je pense que on s'aperçoit que... Alors, ça marche, je pense, avec... on a interviewé dans un certain nombre de nos journaux internes, on l'a fait à 2-3 reprises, sur 2 ans, je ne sais plus, des salariés un peu de partout, pour savoir ce qu'ils pensaient justement de notre charte de la laïcité et de la diversité. Et en fait, tous les gens disent, avec leurs mots différents, que c'est très bien parce que parler de religion et de politique en entreprise, on sait que ça génère des problèmes. C'est comme, il y en a qui disent, c'est comme dans les repas de famille, il vaut mieux pas qu'on parle politique ou de religion. Et donc, et surtout en entreprise. Il y en a même qui utilisent le terme, c'est vital pour qu'on puisse continuer à fonctionner ensemble en entreprise. Je ne sais plus quelle était votre question, excusez-moi. Donc il n'y a pas de demande de type communautariste. Non. Et donc l'ensemble du système, de votre système, fonctionne sur une sorte d'autorégulation bienveillante. Voilà. Où chacun y retrouve son... Parce que chacun y retrouve son compte, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de conflit ou de volonté d'un groupe de dominer un autre ou d'imposer à l'autre je sais pas, des pratiques, des lieux, des choses et d'autres, il n'y a pas de conflit du coup. Il n'y a pas de... Quand on travaille ensemble dans une entreprise, je crois que c'est quand même avant tout ce que souhaitent les gens. Quand on travaille moins 8 heures ensemble, on ne recherche pas le conflit. Est-ce que ça demande de votre part, de la part des responsables de l'encadrement, une vigilance particulière ou est-ce que ça se fait naturellement? Alors, c'est toujours difficile de se dire qu'est-ce qui a fait qu'on est dans cette situation. Étant donné qu'on a développé une vraie diversité, comme je disais, dès les années 95-2000, on a du coup souvent, et que ça fait partie vraiment des convictions, notamment de présidents fondateurs, des principaux membres du COMEX, dont moi. Donc c'est vrai qu'on en parle, on écrit régulièrement dans nos journaux internes. Et nous sommes très souvent donc interviewés, visités et du coup, ça fait une communication autour de ça qui fait que je pense que c'est aussi ça. Ça nourrit. Que ça nourrit, voilà, et qui fait que ça vit et que ça vit réellement et que ça continue à vivre très... Alors jusqu'à quel point ce modèle que vous avez créé vous paraît-il transposable dans d'autres structures, dans d'autres entreprises? Est-ce que vous pensez pouvoir, est-ce que vous souhaitez faire école? Alors, quand je pense que c'est tout à fait transposable. Alors c'est comme tout, c'est transposable tant que le problème si on se met à développer dans une entreprise une volonté de diversité, de politique diversité, de bien vivre ensemble, alors que les problèmes sont déjà là et qu'on a typiquement une prédominance d'une communauté quelconque, là c'est extrêmement difficile. Donc il faut anticiper. Ouais. Et je pense qu'il faut anticiper. Et heureusement, il y a un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui ne sont pas dans des situations compliquées. Il y a des entreprises, il ne faut pas se leurrer, dans un certain nombre de zones industrielles, dans un certain nombre qui sont dans des situations qui ont laissé dériver des situations et qui n'ont plus du tout de diversité chez eux, plus du tout de diversité. Là, aujourd'hui, notre modèle comme ça, il n'est plus transposable. Parce qu'il faut faire vraiment marche arrière sur des pratiques qui sont instituées dans ces entreprises. Et là, c'est à mon avis d'autres m'aident. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu un moment ou un autre où vous avez dû vous opposer à tel ou tel type de demande parce que vous avez pressenti que ça pouvait mettre en péril ce modèle de diversité heureuse que vous vivez?
je me souviens vraiment, hein, on n'a pas, parce qu'on y veille, et on est une petite entreprise, en même temps de 4000 salariés, c'est pas une... moi, je connais tout le monde, tous les directeurs, tout l'encadrement, et donc on demande toujours à ce que nous soient remontées ces éventuelles difficultés. La seule dont je me souviens, c'est ce que je vous ai dit, c'est effectivement ce chef cuisinier, qui a priori de sa propre initiative, me dit tiens, est-ce qu'on change vos pratiques en instituant la nourriture halal? Non, on n'a pas eu, vraiment pas. Bien. Écoutez, en vous écoutant, on a presque envie de vous embrigader à l'insu de votre plein gré, du côté d'un certain candidat qui évoque une forme d'identité heureuse ou de vivre ensemble heureux, non? Et pourtant, vous dites, nous ne sommes pas les bisounours, quand même. Non, vous êtes bien réaliste. Ah oui, mais complètement. Mais il y a plein d'endroits où, heureusement, les gens vivent bien ensemble. Alors, monsieur le préfet, vous avez été dans le 93. Est-ce que c'est un lieu où les gens vivent bien ensemble? Alors, je rappelle les différentes fonctions qui ont été les vôtres, hein, qui font que vous êtes chez nous ce soir. Vous avez dirigé le bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. Vous dirigez aujourd'hui l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et donc, en Seine-Saint-Denis, vous avez travaillé à l'égalité des chances pendant presque 3 ans. Cet exemple que vous entendez là, ça vous paraît un exemple exceptionnel ou il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, des lieux comme ça? Non, bien sûr, je ne connais pas Prague, j'ai visité, c'est exceptionnel parce qu'il y a une capacité d'anticipation sur une très longue période et la situation est, je dirais, tellement exceptionnelle que c'est l'exemple qu'on sort souvent, mais c'est bien, enfin, on n'en a pas beaucoup et de ce point de vue-là, c'est bien de les mettre en avant. Alors la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui vit une crise sociale majeure, dont sans doute peu de gens mesurent l'ampleur. C'est un taux de chômage qui est 3 points au-dessus de l'Île-de-France, de la moyenne régionale, pour ceux qui sont inscrits encore à Pôle emploi. Ça veut dire qu'il y a des poches qui sont beaucoup plus de chômage beaucoup plus importante. C'est un chômage des seniors qui a augmenté depuis le début de la crise de près de 180%. Un chômage des jeunes qui est là aussi très supérieur à la moyenne, mais avec des jeunes qui ont comme caractéristique en moyenne d'être moins bien formés que la moyenne régionale, hein, avec en particulier une crise connue, je parle devant un sociologue, celle des garçons, puisque les filles ont un niveau de diplôme qui est supérieur à celui des garçons. C'est une population donc très impactée par la crise, qui en plus le vit d'autant plus mal pour une partie d'entre elles que la Seine-Saint-Denis, paradoxalement, est le département de France où on crée le plus d'emplois, avec des entreprises qui arrivent parce que le foncier n'est pas cher, mais qui arrivent avec leurs employés. Et donc qui ne recrutent pas là, et avec des phénomènes de séparation de l'espace, de partition sociale qui sont extrêmement visibles, en particulier autour de la plaine Saint-Denis et de l'autoroute. C'est le département d'Île-de-France qui accueille le plus grand nombre de campements roms, avec des problèmes qui font qu'une partie de la population a le sentiment d'une régression profonde, hein, puisqu'on avait réussi à éradiquer les bidonvilles et d'une certaine manière, ils renaissent. Et puis, puisque le sujet c'est la laïcité, bien évidemment, c'est un département où la population est très diverse. Plus de 50% de la population est étrangère ou d'origine étrangère, et en son sein, une forte proportion de personnes de culture ou de confession musulmane. Alors, comment on fait? Alors, ça se passe. C'est un département qui, en plus, est, je dirais, la pointe avancée d'une crise que notre société connaît, enfin, qui s'est développée de longues années, qui est la crise et la disparition des structures qui faisaient l'intégration. Et pour aller vite, la Seine-Saint-Denis, c'était historiquement le bastion de la banlieue rouge. Donc c'est la disparition, bien sûr, du Parti communiste, avec en même temps qu'il y a eu une désindustrialisation, et donc les mécanismes de prise en charge
à la fois culturelle et politique qui favorisait l'intégration des personnes d'origine étrangère ont été cassées, je rajouterais aussi devant vous que c'est aussi la disparition du christianisme social, hein, avec ces communautés qu'on connaissait qui structuraient une partie des associations de locataires, qui faisaient du patronage, enfin tout cela a disparu. Et donc la disparition de ces deux pôles différents qui servaient de mécanisme d'intégration plus la crise sociale, eh bien, amène à une situation où en fait le vide est rempli par de l'action qui a aussi un caractère social, mais qui est imprégné de toute autre philosophie, hein, et qui commence à structurer, ou structure même, certaines zones. Alors, bien évidemment, quand je dis ça, je pense à l'islam, hein, bien sûr, à un militantisme à partir de l'islam qui peut être très présent, qui s'appuie sur des réseaux de personnes qui sont à l'image de la population qui vit là, enfin une grande partie de la population qui vit là, et qui en même temps est porteur culturellement d'un mouvement qui est malheureusement celui de la régression du monde musulman, et qui se réfracte culturellement. Ça ne veut pas dire que c'est forcément conscient totalement, mais en tout cas c'est un mouvement qui existe, et je crois que, puisque la question c'est de savoir un peu dans quelle laïcité on vit et quels sont les problèmes qui sont aujourd'hui posés et quels sont les problèmes qui sont posés en Seine-Saint-Denis, je dirais qu'ils sont de deux ordres. Ils sont de l'oubli de ce qu'est le cadre juridique de la laïcité. Rappelez-nous. La laïcité, son cadre juridique, c'est la loi de 1905 qui est un aboutissement, c'est-à-dire la séparation entre les églises et l'État, mais c'est surtout un long processus qui débute avec la Révolution française, hein, dont on peut dire que les deux éléments juridiques majeurs, mais qui sont aussi philosophiques, hein, c'est la laïcisation de l'état civil, hein, qui est le fait qu'on enlève à l'Église le monopole de la tenue des registres d'état civil, hein, ce qui est pas simplement un retrait, mais qui est aussi un changement de la manière dont on déclare les choses, puisqu'on ne déclare plus des baptêmes ou des sacrements, mais on fait une démarche volontaire, hein, pour déclarer le fait qu'on a eu un enfant, ou qu'on décide de construire des liens de droit avec quelqu'un qu'on épouse. Le deuxième événement majeur, qui est encore une incidence très forte dans la mémoire collective, parce qu'on a des phénomènes qui ressurgissent aujourd'hui et qui posent la question du caractère vaillant ou non, enfin, je veux dire, de la société, c'est le fait qu'en donnant la pleine citoyenneté aux Français juifs, eh bien, on a complètement découplé l'identité religieuse de l'identité civique. Hein. C'est ça qui est finalement. Après, il y a tout le mouvement de laïcisation du XIXe siècle, hein, et dont on a oublié l'histoire, et je crois que c'est important de le rappeler, parce que ça permettrait, vous avez parlé du Burkini, de relativiser un certain nombre de polémiques, qui est quand même la très grande violence symbolique qui a été exercée contre l'Église catholique ou contre le monde catholique, pour faire en sorte que la laïcisation de la société se fasse. Il y a une autre manière que juridique de dire ce qu'est la laïcité, c'est que c'est l'inverse de la catholicité. C'est-à-dire c'est l'inverse de cette époque où la vérité de l'Église structurait l'ensemble de la vie sociale, et que même si on n'était pas croyant, et on se devait d'accepter cela. Alors, mais aujourd'hui, c'est pas suffisant de définir la laïcité comme ça. Mais je crois que c'est important de la définir comme ça pour comprendre pourquoi il y a une crispation, et pour comprendre pourquoi, dans un département comme la Seine-Saint-Denis ou dans d'autres, il y a une crispation. Parce que dans notre mémoire collective, eh bien, la laïcité, c'est l'idée justement qu'on a mis à l'écart la prétention d'une religion à structurer à la fois l'espace social et la vie sociale de tout un chacun, de la naissance à la mort. Et qu'on a une pression, hein, qui n'est pas de l'ordre du droit, mais qui est de l'ordre du sociétal, hein, dans un certain nombre de quartiers ou dans un certain nombre de comportements, hein, qui visent à faire pression sur des gens qui sont de la même culture que vous, et c'est les
de communautarisme, ou qui vise à marquer l'espace urbain. Hein, c'est le cas en Seine-Saint-Denis. Quand je dis marquer l'espace urbain, je ne pense pas à la question des mosquées, je pense à la question du commerce, par exemple, qui est un problème qui peut être vécu comme le marquage de l'espace public par des personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Donc l'idée qu'il y a une pression qui s'exerce sur le corps social et qui vise à réintroduire du religieux dans la vie collective. Et l'angoisse est d'autant plus forte que, c'est ce que je disais il y a 2 minutes, c'est que il est porté culturellement, malheureusement, par un monde musulman dont la caractéristique depuis maintenant plusieurs décennies, c'est d'éradiquer la diversité. Hein. Et quand je dis cela, je ne parle pas de ce qu'il y a de plus horrible, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y a des espaces du monde musulman qui sont aujourd'hui les espaces du génocide. Hein. Je pense aux Yézidis ou la disparition massive des chrétiens. Je pense, violente. Hein, je pense à ce qui est notre Mare Nostrum avec le fait que les va-et-vient sont très importants, puisque quand on parle des musulmans en France, on parle globalement de 90% de personnes qui sont originaires du Maghreb, enfin, ils sont 80%, après il y a d'autres choses, et donc ils sont en lien constant culturel et physique avec des sociétés dont la caractéristique est la rétractation, à la fois sur le plan de leur diversité, hein, c'est la disparition des juifs, la disparition progressive des chrétiens, il y a encore quelques communautés, le refus de toute altérité, par exemple sur le plan des différences sexuelles, etc. Donc ce monde-là, qui peut traduire aussi ce refus de la diversité par une involution juridique, on pense au code de la famille en Algérie, ou des phénomènes qu'on est en train de voir au Maroc avec la pression du Parti de la justice et du droit, qui est aujourd'hui la force montante dans le paysage politique marocain. Eh bien, ce reflet-là, cette projection culturelle, elle impacte les individus ici. Et puis, il faudrait y rajouter... Alors, qu'est-ce qu'on fait Justement, je crois que... De quoi dispose-t-on? Quels sont nos outils? Je crois qu'il y a 2 choses. D'abord, je ne méprise pas le droit, mais je pense que l'essentiel de la bataille n'est pas de l'ordre du droit. Ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas de temps en temps faire. Hein. La loi de 2004 sur les signes religieux ostensibles à l'école, je crois, était une bonne chose et a arrêté, en particulier dans cette enceinte qui est, du point de vue de l'histoire de la laïcité, très particulière, qui est l'école, des phénomènes qui étaient dommageables au sens où, je rappelle que ce qui est obligatoire en France, ce n'est pas l'école publique, mais l'instruction publique. Elle peut mettre ses enfants à l'école publique, mais aussi dans des écoles privées à caractère propre, et on peut même les éduquer chez soi. Et donc, l'école publique est un lieu particulier où les parents sont en droit de demander à ce qu'il n'y ait pas de pression religieuse exercée sur leurs enfants. Donc je ne méprise pas le droit, je pense simplement que l'essentiel de la bataille n'est pas de l'ordre du droit. Hein, elle est de l'ordre du réarmement, je dirais, hein, dans l'ensemble des secteurs, et l'entreprise en est un, hein, où on sent une forme de désarroi qui peut aussi toucher les organisations syndicales par rapport à des revendications religieuses qui déportent les questions sociales, qui, je dirais, islamisent la question sociale, puisque c'est souvent à partir de là que ça se fait, et qui du coup sont extrêmement déstructurantes du point de vue de l'histoire des mécanismes de solidarité, de l'histoire des batailles sociales, hein, et je dirais, de l'histoire de ce qui a fait, à mes yeux, le progrès social tout au long du 19e et du 20e siècle. Est-ce que vous pouvez préciser ce mot que vous venez d'utiliser, le mot réarmement? Dans quel sens l'utilisez-vous? J'utilise au sens où je crois qu'il faut à la fois énoncer clairement les choses, c'est-à-dire ce qu'on ne veut pas et pourquoi on ne le veut pas. Hein, parce qu'on considère par exemple qu'au sein de l'entreprise, les conflits à base du religieux sont extrêmement déstructurants, hein, et détruisent toute collectivité de travail, parce que je crois qu'elles les détruisent verticalement et que ce n'est plus, on n'est plus simplement dans la négociation, je dirais, horizontale, hein, mais on est dans autre chose. Je pense que, quand je dis cela, je pense qu'il faut être très ferme, hein, sur un certain nombre
de comportement, en particulier sur ce que je crois fonde notre sentiment de commune humanité, et en particulier en ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est une question clé par rapport à l'évolution du religieux. Chaque religion, du point de vue-là, a fait un parcours important, mais je crois que par rapport à l'islam, on sent bien que la question de la femme, du corps de la femme, est quelque chose d'extrêmement sensible en termes de liberté. Je pense que la question du burkini, c'est essentiellement celle-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est extrêmement troublant dans le burkini. Je ne suis pas sûr qu'il faille le régler par la loi. C'est que, contrairement au voile traditionnel, c'est, je dirais, la modernisation de l'archaïsme, et on porte sur soi une sorte de projet de société en devenir, puisque c'est ce qui se développe en dynamique, et c'est ce qui se développe en pire, alors que le voile traditionnel, ça apparaissait comme, je dirais, le reliquat d'un monde passé. Donc voilà, quand je dis qu'il y a un réarmement, après c'est secteur par secteur et question par question. Alors, et en même temps, en étant clair sur ce qu'est le cadre juridique, sur ce qu'il peut faire et qu'il ne peut pas faire. Je crois qu'on ne peut pas demander au droit de régenter l'ensemble des comportements sociaux. Mais par contre, on peut les stigmatiser au sens politique et parfois moral du terme. Donc pour vous, c'est un combat d'idées, avant d'être un combat législatif ou réglementaire. Sachant que, bien évidemment, le piège dans la question du droit, c'est de faire un droit différencié. On discute, par exemple, je dis ça avec le sourire parce que je me suis fait alpaguer par le canard enchaîné il y a quelques semaines, parce que j'avais dit que la question de l'utilisation de la langue arabe dans les mosquées, certes un problème peut-être, mais qu'on ne pourrait pas le régler en pensant qu'on réglait simplement pour l'arabe et qu'on pourrait autoriser d'autres à utiliser d'autres langues. Et même les chrétiens orientaux peuvent-ils célébrer en araméen, par exemple? Voilà, je rappelle même que pour l'Église catholique romaine, on utilise quand même un peu de latin. Un peu. Voilà, même du grec. Donc alors, les outils juridiques, le combat culturel... Si ce n'est l'hébreu, amen. Voilà. Jusqu'où aller? Jusqu'où peut-on aller? Par exemple, la question des soins dans les hôpitaux, par exemple. La République peut-elle décider s'il est légitime ou non pour une femme de demander à être soignée par une femme? Non mais, vous savez bien que c'est à la fois une question absurde et illégitime. Absurde parce que la question se pose vraiment dans la situation d'urgence et personne ne choisit son médecin dans la situation d'urgence. Voilà. On va aux urgences, c'est le médecin qui est là. Voilà. Après, la question de la médecine en France, elle est particulière puisque on choisit son médecin dans le secteur privé en particulier. Donc, et je dirais même que dans une partie de l'hôpital public, on arrive même à choisir son médecin, puisqu'il y a un secteur privé dans l'hôpital public. Voilà. Mais la question n'est pas tant du choix du médecin dans les situations d'urgence, ça ne se pose pas, mais la question de savoir si le médecin a le droit à un rapport privilégié avec la patiente, en l'occurrence, ou si elle est nécessairement accompagnée par un chaperon, parce que c'est sur ça que se posent les problèmes. C'est souvent l'accompagnateur qui dit vous n'aurez pas le droit de sculpter ma femme. C'est des problèmes qu'il y a en Seine-Saint-Denis. C'est clair. Et qui ne relèvent pas de la loi, qui doivent relever de discussions locales, D'abord, ce qui relève de la loi, c'est l'obligation d'avoir des aumôniers dans les hôpitaux, ce que souvent ils n'ont pas. Je rappelle, c'est l'article 2 de la loi 1905. C'est un des problèmes. Je pense que si les hôpitaux avaient fait, comme Paprec, l'anticipation de ces problèmes, je pense qu'il y aurait des référents, comme il y en a aujourd'hui dans d'autres administrations. Enfin, je pense à l'administration pénitentiaire qui a fait beaucoup d'efforts, ou à l'armée aussi, et qui permettrait d'éviter une partie des problèmes. Voilà. La deuxième chose, c'est que le médecin est quand même le maître à bord, et que là, on rentre dans des problèmes d'ordre public, hospitaliers, qui sont très clairs. Et il peut y avoir une phase de négociation qui est rendue beaucoup plus difficile, je le rappelle, par ailleurs, c'est que la loi Kouchner fait que le patient est en droit de discuter de son traitement.
hein, et même en droit, s'il le veut, de récuser le médecin qui est devant lui. Hein. Ça veut dire qu'il est en droit de refuser un soin. Hein. C'est ça la loi sur le droit des patients. Hein. Et donc c'est ce qui fait que la discussion à l'hôpital est devenue un peu plus compliquée. Hein. Voilà. Elle est différente pour les enfants, parce que vous savez que le médecin a obligation de faire en ce qui concerne les enfants. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'y a pas de discussion sur la question du soin prodigué à l'enfant ou sur la transfusion sanguine, mais sur l'adulte, hein, d'une certaine manière, il a le droit au suicide. Hein. Donc, c'est Voilà, complexité oui, c'est de compliqué. la situation. Oui. Et on peut penser que dans bon nombre de domaines, cette complexité se retrouve. L'Institut Montaigne a publié récemment une grande enquête sur l'état en gros, l'état des musulmans par rapport à la laïcité française, avec une enquête qu'on peut lire soit avec un regard optimiste, soit avec un regard pessimiste. Optimiste parce qu'elle montre qu'une grande partie de ces personnes sont parfaitement assimilées, attentives aux valeurs de la République, désireuses de participer à la construction de la République, tandis que d'autres, notamment les plus jeunes, souhaitent adopter une attitude beaucoup plus réservée, beaucoup plus à l'écart. Quelle lecture vous avez fait de cette enquête? Bon, ben, j'ai fait la lecture tout le long, mais je ne sais pas si le panel est bon, pas bon, etc. Ce que je sais, c'est que la difficulté que nous avons, c'est quel que soit le pourcentage, nous avons, et en particulier chez les jeunes, un durcissement du comportement religieux. Et c'est sur ce durcissement-là, qui est plus ou moins en nombre important, et c'est sur ce durcissement-là que poussent les champignons vénéneux. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un terreau, est-ce qu'il est à 10%, à 5%, etc. Je dirais c'est assez secondaire d'une certaine manière. Je peux discuter 28, 14% en fonction de la manière dont on lit le sondage. Mais c'est sur ça que ça pousse. Voilà. Et il suffit, comme je disais, ce soleil noir de l'islamisme, qui est quand même extrêmement puissant, puisqu'il arrive à attirer des centaines et des centaines de jeunes dans une dynamique de suicide. Je veux bien comprendre que cet islamisme-là est comparable à ce qu'on a connu dans une autre période, c'est-à-dire les gens dont le cri de guerre est « vive la mort ». Hein, c'est une réactualisation du fascisme, pour moi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, l'attraction est suffisamment forte pour faire que, en Seine-Saint-Denis, des dizaines de jeunes sont attirés. Hein. Mais des dizaines de jeunes, ou de moins jeunes, ça suffit pour faire beaucoup de dégâts. Voilà. Et donc, en ce sens-là, bien évidemment, il faut être optimiste parce qu'on sent bien qu'il y a un mouvement de sécularisation, mais ce qui est inquiétant, c'est la dynamique qui existe indéniablement et qui aspire une partie de ces jeunes, hein, et qui sont même en décalage par rapport à leurs parents. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui pourraient expliquer ça. Je ne crois pas que le facteur sociologique, ou je dirais de la pauvreté, soit le seul, hein, ou soit même presque déterminant. Je dis cela parce que je pense que c'est une manière de mépriser les pauvres que de dire ça, enfin, ou les personnes qui sont en difficulté sociale. Je pense que c'est un problème idéologique. Hein, je veux dire que dans les années 30, hein, en Seine-Saint-Denis, on est dans une difficulté sociale, on peut se tourner vers autre chose que vers une dynamique de mort absolue, hein, où on participe du massacre ici de ceux qui sont vos voisins, hein, puisque c'est ça, hein, je veux dire. Voilà. Et donc là est la difficulté. Au fond, quels peuvent être les agents de ce réarmement que vous évoquez? Est-ce que l'éducation nationale est attendue là-dessus? Est-ce que le mouvement associatif, la société civile est attendue là-dessus? Qui peut agir? On a parlé des entreprises. D'être employé, et là c'est la difficulté. C'est vrai qu'on paye très cher l'écroulement des mouvements d'éducation populaire. Comme je suis ici, je pourrais dire aussi la disparition quasiment de la JOC en Seine-Saint-Denis, alors qu'elle était très présente. La Courneuve, c'était la fête de l'humanité, mais c'était dans les années 70 la fête de la JOC, hein, qui faisait venir des dizaines de milliers de jeunes aussi. Hein. Donc on paye la disparition de ces cadres. L'éducation nationale est un système en Seine-Saint-Denis qui est en crise. Aussi parce que, je dirais là aussi pour des raisons assez simples. Hein.
un professeur des écoles sur 2 n'habite pas la Seine-Saint-Denis, qui enseigne en Seine-Saint-Denis. Or, les professeurs des écoles, les instituteurs, c'était l'armature du mouvement populaire, des mouvements d'éducation populaire. Donc, il y a quelque chose qui a disparu là. 3/4 des enseignants du secondaire n'habitent pas la Seine-Saint-Denis. En n'habitant pas la Seine-Saint-Denis, c'est pas simplement eux qui ne participent pas à la vie sociale de la Seine-Saint-Denis, c'est aussi leurs enfants qui ne vont pas à l'école en Seine-Saint-Denis. Hein. Et donc, une des caractéristiques, enfin, ce qui faisait la confiance à un moment donné de l'école primaire, c'était qu'il y avait aussi le fils de l'instituteur. Enfin, je dis ça puisqu'il était logé dans l'école en plus. Hein. Donc, il y a quelque chose là qui a été supprimé et qu'on n'a pas réussi à réactiver. S'ajoute le fait que même si la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas socialement homogène, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des classes moyennes, il y a d'autres chiffres qui montrent bien que l'école est dans une dynamique de ghettoisation. 30% des élèves de CM2 ne vont pas en 6e dans un collège public de Seine-Saint-Denis. 30%. Ils vont où? Soit dans le privé, soit ailleurs. Hein, soit ailleurs, puisque la Seine-Saint-Denis, c'est aussi des lignes de métro. Hein, c'est pas, bien sûr, on pense à Clichy-sous-Bois qui est présent la haie. Enfin, c'est 7 lignes de métro, c'est 5 lignes de RER. On peut circuler. Donc, soit ailleurs. 30% des élèves de 3e qui passent au lycée ne vont pas dans un lycée public de Seine-Saint-Denis. Hein, voilà. Et donc, du coup, on a des dynamiques qui s'enclenchent. Alors, bien évidemment, je crois qu'il y a quand même des gens qui essayent de faire des choses, qui sont là, qui essayent de reconstruire des mouvements d'éducation populaire, ou de tenir, qui sont parfois un peu vieillissants, mais qui sont quand même là, des jeunes élus, je pense une génération de jeunes élus qui sont indéniablement là, qui essayent de reconstruire des choses, hein, des élus de tous bords, du reste, hein, qui sont dans une situation qui comprennent bien qu'il y a quelque chose à faire. Mais ça sera long. Alors, avant de donner la parole à Philippe Déribard, je voudrais vous poser une dernière question qui va anticiper probablement les questions de la salle. Je vous rappelle que vous êtes attendu pour poser les questions. Vous pouvez demander ou transmettre des petits papiers à nos amis pour nourrir notre débat. Vous êtes également en charge aujourd'hui en France globalement de l'accueil des réfugiés, de l'accueil des migrants. Cette question de la pression migratoire est une question qui aujourd'hui cumule de nombreux fantasmes, de nombreuses difficultés. Jusqu'où pouvons-nous faire aujourd'hui? C'est une question que beaucoup de gens se posent et vous posent. Jusqu'où peut-on faire le lien entre la pression migratoire et la pression islamiste, fondamentaliste? C'est-à-dire que jusqu'où pouvons-nous laisser entrer, je pose la question telle qu'elle est dite, hein, telle qu'elle est entendue, jusqu'où pouvons-nous aujourd'hui laisser entrer ces gens venus d'ailleurs, dont beaucoup pensent qu'ils sont porteurs de menaces? Donc, il y a l'effort. J'y vais fort, parce que, voilà. D'abord, notre pays est pour l'instant faiblement impacté par la crise migratoire. Hein, sachant que le pays a une très longue tradition d'accueil et de venue de migrants légaux, entre 200 000 par an, 220 000 titres nouveaux par an, mais il faut enlever les 60 000 étudiants, donc fait 150, 160 000 titres nouveaux par an, mais la question que vous posez n'est pas celle des migrants légaux qui arrivent, c'est celle de la pression migratoire au sens de ce qui arrive en Italie, qui peut remonter, etc. Bon. D'abord, je voudrais dire d'abord que le pays réagit globalement plutôt bien. Hein, et je dirais même qu'il faut le mesurer très factuellement. L'OFII, c'est la mise à l'abri de près de 44 000 personnes dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile, enfin dans ce qu'on appelle le dispositif national d'asile. Ils ne sont pas tous à Calais. Ils sont loin de là, pas tous à Calais. Hein. Il faut le dire. Voilà, donc voilà. Et c'est des centaines de lieux. Dans la dernière période, nous n'avons qu'un seul lieu qui a connu une agression violente. C'est dans l'Essonne, un bâtiment qui était vide, qui a brûlé. Je dis ça parce qu'il faut se remémorer le fait que dans les années 70, nous avons connu une situation où nous avions beaucoup, en particulier dans le milieu de la France, des foyers de travailleurs migrants
qui étaient attaqués de manière beaucoup plus violente et systématique. Donc je dirais que le pays se comporte globalement bien. La France accueille bien, globalement. Globalement, le pays se comporte globalement bien. Aidé en cela, il faut le dire, par les forces spirituelles, indéniablement, et je constate même qu'il y a un décalage entre la manière dont le débat politique peut s'emparer de la question et la manière dont ça se fait. Alors, une fois dit ça, je ne veux pas mésestimer les difficultés. Ceux qui arrivent, qui relèvent indéniablement de l'asile, que ce soit ses formes, sont des demandeurs d'asile qui sont très différents des vagues d'asile qu'on a connues précédemment. C'est-à-dire qu'ils sont, d'abord, ce n'est pas familial, alors que on avait jusqu'à présent une demande d'asile qui avait un caractère familial, c'est-à-dire des familles qui venaient. Là, ce sont essentiellement des jeunes hommes, entre 15, 16 et 30 ans, et qui ont un niveau de qualification qui est inférieur aux vagues d'asile qu'on a eu précédemment. C'est pas le même type de personnes, c'est pas le même type d'asile. Pour caricaturer, si vous voulez, ce ne sont pas les Iraniens du début des années 80, qui étaient des intellectuels iraniens ou les classes moyennes iraniennes qui fuyaient le régime des mollahs, ce n'est pas les Chiliens. Voilà. On a affaire à autre chose. Voilà. Et donc, du coup, il faut réinventer les modes de prise en charge. Et d'abord parce que on sait que la question clé, c'est la question du français. Que là, les personnes ne maîtrisent pas même forcément leur langue de manière écrite, donc il y a là un effort à faire, peut-être qu'il n'est pas suffisant en France, et puis la mise en formation professionnelle, sachant que la difficulté que nous avons, c'est un marché de l'emploi qui est quand même qui n'a pas le même dynamisme, qui n'a pas les mêmes règles qu'en Allemagne ou en Angleterre, puisque la crise de Calais, c'est une impasse physique et intellectuelle, et qui est liée au fait que les gens qui sont à Calais, pour une partie d'entre eux, se refusent à déposer une demande d'asile en France. Parce qu'ils veulent absolument aller de l'autre côté, ils n'ont pas tous des liens familiaux de l'autre côté. Ils veulent absolument aller de l'autre côté parce qu'ils considèrent que le marché de l'emploi leur permettra beaucoup plus d'opportunités que le nôtre. C'est ça, là. Et qu'ils ont payé pour ça, d'une certaine manière. Enfin, même ils ont payé pour ça tout court. Voilà. Et donc, voilà, alors, Calais va être démantelé. Je pense quand même que ce n'est pas raisonnable de dire qu'on va faire des Calais partout. C'est factuellement faux. Je rappelle qu'à Calais, sur l'année, on a déjà sorti près de 7000 personnes. 7500. Lorsque vous dites sortie, c'est-à-dire ? Ça veut dire que l'OFI met en place 2 à 3 fois par semaine des cars où les personnes montent et sont mis dans les centres d'accueil et d'orientation à travers la France. On fait ça depuis 1 an. Là, ce qu'on a fait en moins d'1 an, si vous voulez, la question est différente parce que le ministre de l'Intérieur, le président de la République aussi, souhaite le faire d'un coup. Bon. Mais d'un coup, 9 personnes ventilées, il faut faire œuvre en Rhône-Alpes d'un peu de charité chrétienne. Je veux dire, 1400 personnes pour 8 millions d'habitants. On peut le faire. Il semblerait que l'écoute raisonnée du pape, quand on s'en revendique, permettrait d'arriver à faire la chose. Et du coup, le fantasme du djihadiste infiltré est un fantasme. Non, mais c'est un fantasme. Il peut y avoir un djihadiste infiltré, mais je veux dire, enfin, si tant est qu'il rentre par là, je veux dire, voilà. Et je rappelle quand même que la difficulté que nous avons, dans les derniers attentats, c'était pas des gens qui venaient de l'extérieur. C'est malheureusement des actes qui sont à la fois de terreur et de guerre civile. La personne qui égorge le père Hamel, elle vit à côté du père Hamel. Et la guerre civile, je veux dire, il essaye de faire un geste qui est une guerre civile, puisque la guerre civile, c'est tuer son voisin. Je veux dire, voilà, c'est ça qu'il fait. Donc, il n'est pas migrant. Donc, après, ça veut pas dire notre souci
Aujourd'hui, ce n'est pas les migrants. Hein. Le souci, c'est la catabase de ceux qui sont partis au djihad et qui ne sont pas morts, et qui sont français. Là, c'est un souci autrement plus compliqué. Ceux-là, je pense que la procédure qui est mise en place me semble assez raisonnable, c'est-à-dire qu'ils sont immédiatement judiciarisés. Je pense qu'il faut avoir un long temps de surveillance. Très bien, merci à vous pour avoir répondu avec précision à mes questions, vous l'avez compris, mes questions d'avocat du diable. Je vais passer la parole à Philippe Deribarne qui va nous aider à prendre de la hauteur et à resituer ça peut-être dans une histoire un peu plus longue, plus ancienne, dans un contexte culturel plus global. Je rappelle que vous pouvez poser des questions et que je vous donnerai la parole. Je donnerai la parole au petit papier dans un moment. Philippe Deribarne, vous avez la parole. Pourquoi, au fond, le diagnostic paraît assez clair. Pourquoi c'est si difficile? Et pourquoi les Français s'écharpent-ils autant au sujet de la laïcité? Vous avez suivi, je pense, avant l'été, des débats entre Elisabeth Badinter et Jean-Louis Bianco, entre laïcité ouverte, laïcité fermée. Vous avez probablement suivi le fait qu'à propos de l'affaire du Burkini, le tribunal administratif local et le Conseil d'État ont des avis tout à fait divergents. Pourquoi, cette laïcité, qui était quelque chose qui paraissait bien marcher depuis 1905, en tout cas quelques années après, jusqu'à quelques années, tout d'un coup ne marche plus, et pourquoi aussi la France peut paraître aussi étrange, vu d'un regard anglo-saxon, on l'a vu encore à propos des affaires récentes, dans lesquelles les Français ont été accusés d'être un peu tombés sur la tête. Il me semble qu'il faut, pour chacune, disons, de ces questions, en fait, on peut bien comprendre, disons, quand on repart de ce qu'était, à quel problème a prétendu et a répondu la mise en place d'une certaine laïcité. On était dans un conflit d'appareil. Vous avez rappelé tout à l'heure, il s'agissait de savoir, par exemple, qui allait s'occuper de l'état civil, puis ensuite qui allait s'occuper de l'enseignement, etc. On avait un appareil d'église qui était bien organisé, et en face l'appareil de l'État. On reproduisait à certains égards le conflit du pape et de l'empereur. Il s'agit de savoir qui allait hériter. Là, en l'occurrence, c'est l'héritier de l'empereur qui s'est affirmé face à l'héritier du pape. Et donc, dans ce conflit d'appareil, on n'avait pas un conflit de société, parce qu'en fait, entre les chrétiens d'un côté et les laïcs de l'autre, sur énormément de choses, ils étaient tout à fait d'accord. Il n'y avait pas de conflit sur la place de la femme, il n'y avait pas de conflit sur les rapports de l'individu et le groupe, il n'y avait pas de conflit sur une vertu essentielle de la paix sociale en France, qui est une certaine discrétion dans les manifestations de ses opinions. Et au fond, après une période de tension, on a trouvé un modus vivendi entre l'État et l'Église, avec, on peut dire, toute une série d'aménagements par rapport à une laïcité pure et dure. Si vous regardez le Panthéon, il y a toujours une croix au sommet du Panthéon. Si vous allez dans certaines mairies de Vendée, vous aurez toujours un crucifix. Et puis, disons, on n'a pas été question de rétablir le calendrier républicain, et où il n'a pas été non plus question de changer, de remplacer le dimanche par un décadi, autre chose, disons, du même. Donc, au fond, on est arrivé à un modus vivendi dans lequel il y avait eu quelques tendances au moment de la loi de 1905 d'être un peu plus radical, par exemple d'interdire la soutane dans l'espace public, mais cela n'a pas été suivi et on s'en est bien fait. Alors il y a eu, bien sûr, quelques moments un peu plus tendus, le projet de loi Savary 1984, avec la grande manifestation en faveur de l'école publique, enfin ce n'a été que des escarmouches, et l'on peut dire que dans l'ensemble, la laïcité s'est bien portée. Mais voilà qu'avec le monde de l'islam, et vous l'avez bien évoqué, on est devant un tout autre cas de figure. On n'est plus du tout devant un conflit d'appareil. L'appareil de l'islam est quasiment inexistant. On se plaint parfois de trouver qu'il ne soit pas assez organisé, assez
Et donc, il n'y a pas de résistance et de pouvoir, disons, d'un appareil. Par contre, on est dans des questions, disons, de société, des questions de conception de la société, et on pourrait dire, disons, dans des questions de civilisation. Je pourrais citer, disons, un musulman, Tahar Ben Jelloun, un grand écrivain, disons, marocain, qui écrit les choses suivantes. Dans le monde arabo-musulman, l'émergence de l'individu n'a pas eu lieu. Ce qui compte, c'est l'Oumma, la nation musulmane, le clan, la tribu et la famille. On fait corps avec cette notion qui englobe tout le monde, d'où l'impossibilité de la laïcité, de la séparation du religieux avec l'espace public, avec le politique. Donc on est dans une conception, disons, de la société dans laquelle l'individu est étroitement, disons, dépendant de la communauté, dans laquelle, également, les femmes sont dépendantes des hommes, etc. Et donc, on est dans un type de rapport dans lequel les relations, disons, entre la société environnante et l'islam se sont, depuis 10 ans ou 20 ans, considérablement dégradées. Vous avez évoqué très justement le rapport de l'Institut Montaigne, dans lequel font des choses très frappantes. C'est alors que pour les vagues précédentes d'immigration, on disait que la première génération avait des problèmes, la deuxième un peu moins et la troisième plus du tout. On est au contraire dans une situation dans laquelle le rejet, disons, de la société d'accueil est quelque chose, disons, qui va croissant avec les générations. Et puis par ailleurs, ceci va avec dans une sorte de relation réciproque avec l'attitude de la société française à l'égard de l'islam. On pourrait citer aussi bien, disons, les sondages. Par exemple, en 2012, 60% des Français répondent trop importante à la question: diriez-vous que l'influence et la visibilité de l'islam en France sont aujourd'hui trop pas assez importantes, seulement 5% pas assez importantes, ou encore, entre 1989 et 1912, le pourcentage de personnes favorables au port du voile ou du foulard dans la rue par les musulmanes qui le souhaitent a décru de 12 à 7%, pendant que le pourcentage de ceux qui sont défavorables a bondi de 31 à 63%. Là, on est dans les sondages. Mais il n'y a pas que les sondages. Si, disons, les études qui sont faites sur les taux de chômage, disons, des personnes issues de l'immigration, et vous avez probablement entendu parler des fameux testings, des opérations dans lesquelles on envoie des curriculum vitae fictifs correspondant à des personnes qui se ressemblent à tous égards, sauf une caractéristique, et on a, à travers cela, disons, pu voir quelle était l'influence de l'appartenance à l'islam sur les réactions des employés. Il y a 2 testings qui ont été faits. Je vous donne les chiffres. Le premier, disons, c'est ce qu'on appelait le testing Diouf. Donc Diouf, c'est un nom sénégalais, mais il y a des Sénégalais musulmans et des chrétiens. Et donc était en compétition Marie Diouf, liée au Secours catholique, Khadija Diouf, liée au Secours islamique, avec une personne, disons, témoin, Aurélie Ménard, donc supposée être une bonne française. Donc dans le testing, on voit que là où Aurélie Ménard avait 25% de réponses, Marie Diouf, en somme toute, s'en tirait pas mal, elle était un peu en dessous, mais quand même à 21% de réponses. Un écart modeste, mais que par contre, Khadija Diouf, elle se retrouvait à 8%. Donc, c'est un rapport qui était quasiment de 1 à 1. Alors, on a un peu raffiné la chose avec le testing Haddad. Alors, Haddad, c'est un nom supposé libanais, dans lequel était aussi présent et présenté la candidature d'une entreprise. Un certain nombre, il y avait à la fois des hommes, des femmes avec des prénoms chrétiens, musulmans et juifs. Donc je vous donne une excellente étude du reste de l'Institut Montaigne aussi, que vous pouvez trouver sur Internet, et qui dit entre autres que si on oppose, disons, Michel et Moll. Michel, donc, qui a fait ses études dans une
l'école catholique, qui est dans les scouts catholiques, etc., à 17,9% de réussite. Au contraire, moi-même, qui a fait ses études dans un collège musulman, était au scout musulman à seulement 4,5% de réussite. C'est-à-dire on est à 17,9% en total. Mais il y a quelque chose de très très intéressant, et que souvent les commentateurs n'ont pas relevé, c'est qu'on a un autre cas de figure, dans lequel Michel et Mohamed n'ont pas été l'un au scout catholique et l'autre au scout musulman, et l'un et l'autre ont été aux éclaireurs de France, qui sont des scouts laïcs. Et à ce moment-là, si on les compare, on voit que l'écart entre le catholique et le musulman tombe à un rapport de 18 à 7,4, et on est quand même dans le même ordre de grandeur, lequel on voit, il faut bien à cela, que ce qui fait problème, disons pour l'employeur, ça n'est pas que l'individu soit musulman. En fait, l'employeur n'a pas grand-chose à faire que l'individu soit musulman. Mais à travers son parcours et le fait qu'il est marqué ou non, il est un musulman, je dirais, pur jus. Quand même des musulmans qui paraît avoir certains accommodements avec la société environnante, par le fait qu'il a daigné se participer, disons, aux éclaireurs unionistes, donc islamiques, il peut être considéré comme ne posant pas trop de problème. Et donc, on voit bien, au fond, les rapports qui se créent entre ce qui se passe disons, dans la société environnante et ce qui se passe dans l'entreprise. Vous avez bien évoqué tout à l'heure le fait que dans l'entreprise, ce n'est pas seulement des règles juridiques, c'est pas seulement du droit. L'entreprise, c'est un esprit, et c'est le fait, vous avez bien montré que pour qu'une entreprise marche, ça suppose de la part de ses membres un esprit d'accommodement, un esprit dans lequel on ne va pas au bout de ses droits, dans lequel on ne met pas fièrement, disons, ses droits de devant pour essayer d'obtenir le maximum. Or, c'est vrai que quand on voit, et ce sera intéressant de voir les réactions sur les employeurs de l'affaire du Burkini. Au fond, quand on voit des personnes qui disent « moi, c'est mon droit, et je vais faire respecter mon droit. Et je vais aller au tribunal, je vais aller au tribunal administratif, je vais faire appel au Conseil d'État, je vais faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme, enfin je vais aller jusqu'au bout. » On se dit, des gens comme ça, si on a un problème avec eux dans l'entreprise, c'est clair qu'ils vont nous traîner au prud'homme et qu'on n'est pas sorti de l'auberge et que donc, disons, prudence. Alors, je sais bien qu'il y a une discussion autour de l'application du principe de précaution aux personnes et que Nicolas Sarkozy a fait scandale en disant qu'on pouvait appliquer le principe de précaution aux personnes. Enfin, je dirais que dans la manière ordinaire de se comporter de l'individu moyen, faire appel au principe de précaution est quand même quelque chose, disons, de plutôt pas totalement stupide. Alors, deuxième, alors, si quand même, pour ajouter à propos de la laïcité, hein, c'est que du coup, en essayant de régler d'autres problèmes, on bricole à la marge la laïcité. Au fond, l'affaire du voile à l'école, ça a été quand même un bricolage à la marge de la laïcité, parce que, disons, en principe, la laïcité, ça concernait les fonctionnaires publics, hein, ça ne concernait pas les usagers du service public, et donc, et ce n'est pas vraiment tout à fait à tort que les musulmans, une bonne partie d'entre eux, disent que, en fait, c'est un détournement de la laïcité que d'avoir voulu un peu s'en servir de cette notion à propos du voile à l'école. On a aussi, disons, à propos de l'affaire de la crèche Babylou, il a été question d'utiliser la notion d'entreprise de conviction. L'entreprise de conviction, ça peut être une entreprise catholique, une entreprise juive. Alors certains ont dit, oui, mais la crèche Babylou, c'est une entreprise de conviction laïque. Mais apparemment, ça n'a pas été, disons, trop accepté. Et puis, donc, on a vu que, à propos de la burqa, on a utilisé une autre notion qui est la notion de ne pas dissimuler son visage dans l'espace public. Il y a eu de grandes discussions, disons, à propos de l'affaire du jugement du Conseil d'État, à propos de l'affaire, disons, du Burkini. Donc, certains se sont demandé est-ce que le Conseil d'État n'aurait pas pu reprendre la jurisprudence utilisée à propos des lancers de nains. Peut-être qu'il y a quelques années, on avait interdit les lancers de nains, bien que les nains qui étaient lancés,
cherchait à lancer le plus loin possible était à la fois majeur, consentant, convenablement payé, etc., etc. Mais on considérait que c'était le contraire, la dignité humaine. Alors donc, est-ce qu'on peut utiliser ou pas utiliser cette notion face à la notion de liberté religieuse? Vous voyez qu'on est sur des terrains qui sont assez mouchous. Et donc, on a du reste une bonne expression de ça. Au fait, actuellement, 2 affaires sont pendantes auprès de la Cour européenne, disons, des droits de l'homme, concernant la question de l'entreprise et de l'utilisation d'un règlement demandant le respect d'une certaine laïcité dans l'entreprise. Et pour ces 2 affaires, qui ne sont, à ma connaissance, pas encore jugées, dans un cas, la personne qui a rapporté, disons, sur le cas, a conclu au fait qu'il fallait justifier, que ce règlement était justifié, et dans un autre cas, a conclu que le règlement n'était pas justifié et que l'on devait respecter le principe de la liberté de conscience. Alors, maintenant, autre question, c'est la fracture, disons, de la société française. Bon, pourquoi et pourquoi, y compris à l'intérieur d'une même tendance politique. C'est pas seulement, disons, Mélenchon contre Marine Le Pen, etc. C'est un peu Juppé contre Sarkozy, mais aussi, disons, j'évoquais Elisabeth Badinter contre Jean-Louis Bianco, ou encore les féministes qui se déchirent entre elles. Disons, à ce propos, on a vu, à propos aussi bien des affaires de la Saint-Sylvestre à Cologne que du Portigny, disons, les féministes se divisent, ils se déchirent. Au fond, on a 2 représentations qui sont l'une et l'autre liées, au fond, aux grandes idées des Lumières, mais qu'on n'arrive pas à raconter. Il y a une première représentation qui est liée à l'idéal politique des Lumières, quelque chose, disons, très très structurant de notre société, qui est la façon dont notre société, et de manière générale les sociétés européennes, sont sorties des guerres de religion. Pour sortir des guerres de religion, on a dit qu'on avait un cadre commun, qui était un cadre neutre par rapport à la diversité des religions, et que dans ce cadre, qui était un cadre donc extérieur à toute religion, chacune des religions allait pouvoir coexister, et allait coexister à égalité. Et donc, en partant de ce cadre, on dit que ce cadre a bien marché pour faire coexister les catholiques, les protestants, les athées et accessoirement les juifs, qui se sont très bien moulés dans ce cadre. Donc, j'ai l'impression de dire l'islam est une religion. Donc, puisque ce cadre marche pour la religion et que l'islam est une religion, eh bien, ce cadre doit marcher pour l'islam. Vous voyez tout de suite un peu le glissement de pensée. Disons, pour prendre une image, on pourrait faire un raisonnement analogue en disant les chauves-souris volent. Or, les chauves-souris sont des mammifères. Donc, les mammifères volent. Les éléphants sont des mammifères. Donc, les éléphants volent. On ne vous demandera pas qui sont les chauves-souris et qui sont les éléphants. Peu importe. Allez-y, Philippe Diriba. Concluez. Vous voyez la généralisation, disons, où on va, disons, de principe et d'une représentation, disons, des valeurs de la République, de l'organisation de la République. Et à ce moment-là, on a bien du mal à parler de l'islam tel que vous venez d'en parler. On a tendance à dire, non, c'est pas l'islam, les problèmes de l'islam, c'est quelques fous qui n'ont rien à voir avec l'islam, etc. Ou alors, au contraire, on repart de l'islam, de ses doctrines, de tel qu'il est vécu, des pays musulmans, enfin, comme vous l'avez fait. Mais alors, à ce moment-là, la compatibilité, disons, avec les valeurs de la République devient assez pas évidente, et en particulier, que devient la neutralité religieuse. Parce que la neutralité religieuse ne fait pas problème si on peut considérer que, au fond, toutes les religions, en gros, sont à peu près équivalentes, etc. Mais si elles sont vraiment très différentes, eh bien, comment les raconter? Alors, que faire? Ce sera votre dernier mot, Philippe Diriba. Dans l'idéal, eh bien, on pourrait dire que l'islam va se réformer, que va se développer un islam d'Occident qui, lui, va être compatible avec les valeurs de la République, et que, par conséquent, que déjà un certain nombre de gens, je ne sais pas, Tarek Oubrou, etc., défendent cet islam, et que il va se répandre dans l'ensemble de la population. Alors, quand on dit ça,
Vous n'avez pas l'air d'y croire. Hein. Ça me fait un peu penser, si vous voulez, à si on interrogeait les gens sur quel va être l'avenir, je ne sais pas, de l'ultra-gauche, de Mélenchon, des casseurs, etc. On disait pas de problème, on va leur envoyer Macron, et Macron va les convaincre qu'ils doivent revenir à la raison. Et donc, Le parallèle est parlant. Bien, merci beaucoup à vous, Philippe Diribarne, pour nous avoir aidé à réfléchir sur toutes ces questions-là. Le moment est venu de se faire l'écho de vos questions. On va peut-être donner la parole au micro qui est ici et aux questions qui sont ici. Donc une première question, y a-t-il des exemples à suivre dans d'autres pays européens en matière de relations avec les religions? Alors, Philippe Diribarne, vous avez un exemple dans d'autres pays dont nous pourrions nous inspirer, brièvement? on peut dire qu'actuellement, tous les pays européens galèrent autour de ce truc-là. Vraiment, il y a un certain nombre de pays européens qui ont dit nous, maintenant, non, nous, ça va, on n'est pas comme ces vilains français, laïcards, etc. On est pour la coexistence, Oui, c'est le modèle anglo-saxon. la diversité, etc. Oui, alors, bien sûr, même en Europe, vous évoquez le Québec, les arrangements raisonnables, Voilà. Est-ce transposable chez nous? Oui, puis en plus, on voit que ces pays, disons, déchantent actuellement. Les Américains aussi ont bien dit, oui, maintenant, on fait le discours d'Obama au Caire, etc. Actuellement, voilà, ils ont encore, à New York, etc. Donc la question est posée partout. La question, oui, la question est posée partout. Le modèle, à la fois, chaque pays européen essaie, disons, de régler ses problèmes à sa manière. La France, plutôt dans une vision d'unité du corps social et donc de laïcité. D'autres pays, plus dans le pluralisme, mais aucun ne résout. Vous voyez encore l'évolution très récente de l'Allemagne, on disait qu'elle était à l'abri. Wirtschaft das, peut-être pas. Voilà, de ce côté-ci. Quelques questions autour de Paprec. La diversité se vérifie-t-elle aussi dans l'équipe dirigeante? Votre équipe dirigeante, Madame Troadec, est-elle diverse? Si vous voulez bien appuyer sur le bouton de gauche. J'ai 3 petites questions sur Paprec. Alors, je sais pas si Allez-y, allez-y. ça marche, oui. Alors, la diversité, alors, j'ai pas fait de stats, je pourrais faire des stats, mais encore une fois, mais il y a justement une diversité dans les recrutements, mais pas seulement dans le recrutement, mais dans les promotions. Et ça, c'est une réalité qu'on suit. Donc, une diversité aussi bien dans les hommes, femmes, et effectivement origines diverses. Alors, je suis en train de faire le tour de... Votre parité est-elle globale? La parité homme-femme, je peux vous dire qu'elle est à l'image de... Enfin, un peu plus importante que certainement statistiquement en France, mais elle n'est pas encore de 50%, c'est sûr. Mais oui. Allez-y, À votre fonctionnement, quel est le rôle des syndicats dans cette charte? Alors, comment ont-ils réagi? Ont-ils participé à la construction de cette charte? Alors, donc la construction de cette charte, pour faire rapidement, c'est nous, comité de direction, qui l'avons écrite, et on s'est inspiré de celle de Vincent Payon, qu'on avait trouvé dans le principe être en fait au moins symboliquement bien. Les syndicats en fait ont été associés, puisque cette charte, une fois qu'on l'a rédigée, on l'a présentée à tous nos représentants du personnel, et ça a été, donc, y compris les syndicats qui siègent au sein de ces représentations du personnel, les comités d'entreprise, les délégués du personnel, et cette charte a été approuvée par 100% du personnel, 100% des représentants du personnel. Donc y compris la CGT, la CFDT, la CFTC, on ne devait pas voir FO à ce moment-là, donc je ne vais pas les citer puisqu'ils n'étaient pas là, je crois. Très bien. Une petite question encore sur le fonctionnement. Est-ce que cette charte est connectée au contrat de travail et au règlement intérieur? Alors, elle n'est pas dans les contrats de travail. Les contrats de travail n'y font pas référence. En revanche, elle est dans notre règlement intérieur. Et elle est affichée dans tous sur chacun de nos sites comme nos valeurs. Merci. De l'autre côté. Toujours une question sur le travail. Que dit le droit du travail aujourd'hui en matière de laïcité? Est-ce que la loi impose quelque chose aux entreprises? Et si oui ou non, faut-il renforcer, à travers le droit du travail, la laïcité en entreprise?
Alors, que dit le droit du travail ou que va-t-il dire? Parce qu'il y a un débat autour de un article de la loi El Khomri dont on n'a pas encore vu venir le décret. Pouvez-vous nous expliquer? La loi, la jurisprudence, enfin, tout ce qu'on veut, mais il y a plusieurs choses. Elle dit que toute personne a le droit à la liberté de conviction, d'expression religieuse, politique dans l'entreprise. D'un autre côté, il se dit également que ces expressions peuvent être restreintes s'il y a des intérêts prouvés qui sont mis en évidence, notamment par rapport à des problèmes de sécurité ou des problèmes de clientèle. Voilà. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas... Alors l'amendement de la loi El Khomri a fait un peu avancer les choses, même si c'est pas très très clair leur truc, mais ça fait quand même avancer les choses à mon sens. Ce qui veut dire que par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas réduire la liberté d'expression religieuse s'il n'y a pas un motif. Par exemple, si on dit au nom de la neutralité, tel qu'on est dit nous, au nom de la neutralité, on demande à ce qu'il n'y ait pas de signe ostentatoire de religion politique, peu importe comment on l'écrit, sans le lier à un motif précis, on ne peut pas, même si le motif c'est la paix sociale et le bien vivre ensemble. Alors on ne peut pas, je pense, non pas que les législateurs ne le veulent pas, c'est qu'en fait ça n'a pas été écrit comme ça. Et c'est pour ça que je rejoins M. Léchy, c'est que le droit, il ne va pas tout résoudre, quoi, parce que il ne va pas écrire des choses de bon sens, je ne sais pas comment dire, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, et en plus on sait bien que le droit, enfin moi je pense que le droit, il est à un moment donné, il est écrit, la jurisprudence par rapport à des préoccupations qui ont été, il doit sans arrêt s'adapter à l'évolution, notamment à l'évolution des sociétés. Sinon, nous les femmes, on ne voterait toujours pas, n'est-ce pas? Si le droit n'évoluait pas. Donc, et je pense que, en ce qui concerne l'application de la laïcité en entreprise, effectivement, la préoccupation, comme rappelait Philippe Rivard sur la loi de 1905, c'était pas du tout les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. Donc, on a la laïcité s'imposait et s'impose dans le secteur public pour des raisons historiques. Il n'y a pas, je veux dire, on n'a pas dit la laïcité, surtout pas en entreprise. Ça n'a jamais été. C'est parce que. Et donc aujourd'hui, je pense, moi, que le droit n'est pas adapté à la situation en entreprise, mais qu'en même temps, ce n'est pas le droit. Il ne faut pas tout attendre du droit, quoi. Alors je vais vous donner, j'étais claire. Je vais vous donner une précision sur ce point. La Croix a interrogé Pierre Gattaz, le président du MEDEF, sur cette question-là avant-hier. La question était, un article de la loi travail que vous venez d'évoquer prévoit d'autoriser les entreprises à insérer un principe de neutralité dans leur règlement intérieur. Voilà, c'est ça que va probablement proposer la loi travail. Pierre Gattaz répond, c'est plutôt bien. Cette possibilité de mettre dans un règlement intérieur des droits et des devoirs, ça permet d'être clair vis-à-vis des salariés dès le recrutement. Et il vous cite, Madame Troadec, l'entreprise de recyclage Paprec a un règlement intérieur interdisant le port de signes religieux dans ses établissements, et ça marche très bien. Après, poursuit-il, ça ne veut pas dire que c'est la solution pour tout le monde. Mais nous sommes en France un pays laïque, donc selon moi, Pierre Gattaz, au travail, la règle par défaut doit être la neutralité, mais de grâce, ne cédons pas au réflexe purement français qui consisterait à dicter aux entreprises ce qu'elles doivent faire en inscrivant ce principe de neutralité dans une loi. Voilà la réponse du MEDEF. Une autre question ? Une question. Y a-t-il une vraie accélération du phénomène religieux dans la société française depuis 2 ans, depuis les attentats, ou surtout une plus forte sensibilité au sein de la société à toutes les manifestations à la religion? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a constaté Alors, la question porte sur l'accélération des phénomènes religieux ou sur l'accélération des islams, ou bien, voilà, est-ce que la question peut être précisée peut-être? Je pense que la question porte sur le... Est-ce que depuis les attentats, on constate une accélération des manifestations religieuses dans l'espace public, ou est-ce que c'est
surtout la société française qui est beaucoup plus sensible. Beaucoup plus sensible. Est-ce qu'on est plus attentif ou est-ce qu'il se passe plus de choses? Peut-être Didier Lesky, comment est-ce que vous voyez les choses? Non, mais il y a une montée depuis des années des identités religieuses. Dans toutes les religions, dans tous les secteurs religieux, il y a des courants d'affirmation de l'identité religieuse. C'est vrai chez les catholiques. La progression des évangéliques, par exemple, qui sont aujourd'hui majoritaires dans le protestantisme, c'est une montée indéniable avec une réaffirmation de l'identité protestante en même temps. Dans le monde juif, c'est indéniable. Et on le voit, il y a un signe très simple, c'est le dynamisme immobilier. Presque tous les cultes, je vais mettre à l'écart un peu les catholiques qui avaient de l'avance en matière immobilière, mais ont un dynamisme immobilier. Le culte musulman, bien sûr. On était au début à la fin des années 90, on était aux alentours de 1500 mosquées. Aujourd'hui, Est-ce que les mosquées ont remplacé les caves? Ou est-ce que ça Oui, je pense que l'islam des caves n'existe plus, au sens où ceux qui veulent prier dans les caves, c'est parce qu'ils le veulent. Au sens où ils veulent se cacher, ce qui est différent. Mais non seulement l'islam des caves n'existe plus, mais toutes les grandes villes ont maintenant leur lieu de culte musulman important. Et du reste, il pourrait y en avoir beaucoup plus si les dissensions internes entre les différentes sensibilités. Parce que moi je pense que la Oumma n'existe pas, si vous voulez. Ayant siégé de fait au bureau national du Conseil français du culte musulman pendant 4 ans, si vous voulez, Vous avez vu les dissensions? Les dissensions, c'était d'abord les Algériens, les Marocains, les Turcs, etc. Je rappelle que si on fait aujourd'hui une autre fondation, c'est parce que la précédente fondation dont j'ai rédigé les statuts a été intégralement confiée à des personnalités musulmanes, avec une dotation de 2 millions d'euros, comme la presse l'a de la part de M. Dassault, de la part de M. Dassault, et qu'elle a été immédiatement bloquée dans un conflit entre Algériens et Marocains. Il faut voir l'aspect positif des choses. Je veux dire, la Oumma n'existe pas en ce sens-là. Il y a d'abord des Algériens, des Marocains, des Turcs, Alors, des sur ce point-là, etc. Voilà. Le monde juif connaît un dynamisme immobilier avec la pression Lubavitch. Sur le plan du financement du culte, certains évoquent aujourd'hui, dans le cadre du débat politique, la nécessité de supprimer les financements étrangers au culte musulman en France. C'est réalisable? Alors, là encore, peut-être par volonté politique, on pourrait réduire les flux financiers, mais il faudrait le faire pour l'ensemble des cultes. Et d'abord, il faudra remettre en cause l'idée que l'Union européenne est un espace où la concurrence est à la fois libre et non faussée et basée sur la libre circulation des capitaux. Et la France s'est fait condamner par la Cour de justice des communautés européennes à propos d'une affaire avec l'église de Scientologie. L'église de Scientologie avait 50 millions de francs de retard de cotisation sociale et reçoit ces 50 millions de la part de son église mère, enfin de sa maison mère, des États-Unis, et la France dit maintenant pour des raisons d'ordre public, nous ne voulons pas cet argent. Voilà, on s'est fait condamner par la Cour de justice, donc ça serait un peu compliqué. Par ailleurs, le culte musulman n'est pas en France le seul culte qui reçoit de l'argent de maisons étrangères. Nous avons inauguré avec la présence de M. Poutine une église orthodoxe sur les bords de Seine. Elle a été payée par le patriarcat de Moscou, cette église. Donc dans le protestantisme français, les églises d'Europe du Nord aident des églises donc en France. C'est bien compliqué, ça ne sera pas réglé. Voilà. J'ajouterais qu'il y aurait le problème des congrégations qui ne sont pas toutes déclarées. La Croix le sait. Voilà, et où, à ce moment-là, on pourrait s'interroger sous où est la direction et comment sont les flux. Et voilà, donc si on touche au Mikado, ça devient très compliqué. Je pense que ça devient très compliqué. On vous a compris. D'autres questions, peut-être de quel côté? Ici? Une question qui mériterait sûrement un débat entier sur le vivre ensemble. Quel est l'objectif et l'intérêt de la France d'accueillir des hommes de 15 à 30 ans non qualifiés auxquels on ne pourra pas offrir d'emploi? Je pense que là, on attend votre réponse, Didier Lesky.
Non mais l'objectif, d'abord ils viennent sans qu'on leur demande d'une certaine manière, et en plus pour beaucoup d'entre eux ils ont le droit d'être là, hein, puisqu'ils relèvent de l'asile. Voilà, et que c'est une grande tradition de notre pays que d'accorder l'asile aux personnes qui sont dans leur pays dans un danger réel. Voilà. Donc, et s'agissant des Soudanais ou des Érythréens, compliqué. Et en plus, enfin c'est compliqué, la situation là-bas est compliquée. J'ajoute en plus que nous savons tous que nous avons une responsabilité collective dans ce qui se passe dans un certain nombre de pays et dans la manière dont nous avons mené des guerres sans doute réfléchir totalement au coup d'après. Voilà. La Libye, Voilà. entre autres. Je ne veux pas dire simplement la Libye, je dis d'autant plus que j'étais au cabinet de Jean-Pierre Chevènement quand il était ministre de la Défense. Donc voilà. Bien, ce soir, vous ne fermez pas votre gueule, j'ai remarqué quand même, comme disait le ministre Chevènement. Allons-y, autre question. Une dernière petite question toujours sur Paprec. Est-ce que selon vous, la charte de laïcité Paprec vous permet de recruter plus facilement des gens à l'extérieur? Est-ce que c'est quelque chose de positif de la part des gens qui postulent chez Paprec? Est-ce que les gens viennent chez Paprec Pour cette Ah raison-là. oui. Alors effectivement, lors des recrutements, beaucoup de gens mettent en évidence notre charte. Et en disant que c'est courageux, que ça fait... c'est ce qu'ils disent, hein, que ça met en évidence des valeurs humaines, que... et un certain nombre d'entre eux disent qu'ils veulent y contribuer même. Voilà, donc, et c'est aussi extrêmement important pour nos salariés, et notamment pour nos salariés musulmans. Parce que quand on s'est posé la question à savoir, parce que donc on n'avait pas de souci chez nous, est-ce qu'on écrit quelque chose ou pas? Est-ce qu'on formalise quelque chose qui va plus loin que la notion de diversité? Donc on a ouvert la notion de laïcité, et en interdisant donc ces signes ostentatoires de religion. Est-ce que ça ne va pas nous poser des problèmes? Mais on n'est surtout pas que ça nous pose des problèmes. Et donc on a posé la question à un certain nombre de nos salariés, et notamment à nos salariés musulmans. Et un bon nombre d'entre eux nous ont dit surtout, s'il vous plaît, faites quelque chose pour éviter qu'on ait de la pression. On a de la pression dans nos quartiers, on a de la pression dans certains de nos quartiers. L'entreprise, en tout cas chez Paprec, il n'y a pas de pression communautaire, et faites en sorte que ça ne rentre pas chez nous. Donc votre Donc, on charte s'y est attendait pas. protectrice. Voilà. Et, Vous avez découvert a posteriori que votre charte avait des vertus protectrices. Ouais. D'accord. On arrive à la fin de cette soirée. S'il y a encore une ou autre question? Non. Bah écoutez, est-ce que l'un ou l'autre de nos éminents organisateurs souhaite dire un mot de conclusion? Non. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre patience, merci pour la qualité de votre écoute, et puis nous espérons tous que ces différentes contributions ont pu contribuer à nourrir votre réflexion et que vous les porterez ensuite dans vos différents lieux, soit de travail, soit d'engagement, soit d'écoute et d'observation. Bonne soirée à tous. Merci.